Ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Parce que les Américains disent never give up. On dit souvent on est sans limite, nos limites, mais c'est vraiment ne jamais lâcher. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui parce qu'on se connaît depuis très longtemps et je voulais faire cette interview parce que pour moi, tu es quand même quelqu'un de très important, très inspirant avec tout le parcours que tu as eu. Aujourd'hui, on se retrouve ici. Moi, je suis très heureux, je tiens à te dire encore merci. Non, mais merci à toi, hein. Euh, Ça fait des années. Ça Ça fait fait des des années. années. Donc, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, te dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes victoires, tes On fait succès? la version longue ou la courte? C'est à toi On va l'honneur. prendre la version moyenne. Donc, je m'appelle Aurel Manga, j'ai 26 ans aujourd'hui, bientôt 27. Yannick, ça fait. Allez, on a fait des compétitions ensemble il y a quasiment 15 ans. Ouais. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc, je fais de l'athlétisme, je fais du 60 mètres haies, du 110 mètres haies. J'ai été plusieurs fois champion de France. Et aujourd'hui, je suis médaillé de bronze mondial en salle et médaillé d'Europe mondial en salle il y a moins d'un mois. D'accord. Donc ça c'est on va dire la partie courte. Je viens de Savigny-le-Temple, pour ceux qui connaissent un peu la Seine-et-Marne. J'ai grandi à Savigny, j'ai fait mes armes aussi à Nantes et je suis passé par l'INSEP, donc l'Institut national du sport et de l'expertise. Et aujourd'hui je m'entraîne à Créteil. D'accord. Et la version longue? À version longue, il faut qu'on aille chercher les détails. Commencer l'athlétisme, je vais faire du triple saut comme mon grand frère. Tu t'es entraîné un peu avec ma sœur qui faisait de la hauteur et toi tu faisais un peu de hauteur avant. Tu as fait du triple avec mon frère. Donc on se connaît, on s'est croisés, hein, on a fait un stage minime ensemble. Ouais, version, ouais. Euh, si après je rentre dans les détails, c'est pas bon. Si. mais, On va rien ouais, ça fait des années qu'on se connaît. Même si là, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, moi, ça me fait plaisir de venir et de partager ce moment-là avec toi. Merci, merci. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, en 2016, je crois, c'est que tu revenais de Rio. Ouais, Mais je pense que tu auras l'occasion de nous en parler. on aura l'occasion d'en parler là tout de suite. D'accord. Et pour moi, c'était très important de te faire venir parce que là, aujourd'hui, tu es, athlète de haut niveau, mais tu n'es pas qu'athlète de haut niveau, comment dire, un- tu passes aussi un diplôme. Ouais. Tu auras l'occasion de nous en parler. Et pour moi, c'était très important de te faire venir ici parce que avec tout le parcours que tu as eu, je voulais un peu que tu nous racontes tes expériences, tes succès, tes échecs, par où tu es passé. Bah, on peut faire simple, on va partir du bac. Ça, Ouais. c'est un truc français, on nous demande d'avoir le bac, enfin, d'avoir un bac en tout cas et de faire quelque chose. Donc j'ai eu un bac scientifique, je suis parti 2 ans à Nantes faire une école à la base une école d'ingénieur. Ça s'est pas forcément bien passé. Je suis revenu à Paris, j'ai fait une licence d'électronique en intégrant l'INSEP. Donc en parallèle de l'INSEP, je faisais ma licence d'électronique. J'ai validé ma licence. Je me suis fait virer de l'INSEP pour manque de performance. Et à ce moment-là, j'ai eu plusieurs options qui sont présentées, sachant que moi j'ai toujours voulu faire des haies, ça faisait un an que je faisais plus de haies. Donc j'ai choisi un entraîneur qui acceptait de me rediriger vers les haies sur un projet de 5 ans. Donc en 2015 sur un projet allant jusqu'aux Jeux de 2020 de Tokyo. Et donc je me suis retrouvé à Créteil avec Giscard Samba. À côté de ça, j'avais mon master d'électronique à valider. Donc aujourd'hui, donc là depuis 2015, j'ai dédoublé les années, donc j'ai validé mon master 1. Là, j'ai validé mon master 2. Il me manque juste mon stage de fin d'études pour avoir ce diplôme. Donc c'est un parcours qui est très long. J'ai eu mon bac il y a quasiment 10 ans. Et là aujourd'hui, je vais avoir un bac plus 5, sauf qu'entre-temps, j'ai réussi à atteindre des objectifs sportifs qui certains n'auraient jamais misé sur moi à l'époque. Donc c'est un parcours qui aujourd'hui parle beaucoup et fait du. Enfin, moi personnellement, ça me fait du bien d'avoir atteint ces objectifs-là parce que je sais que c'est pas fini et je sais que j'ai encore les ressources physiques et psychologiques pour aller chercher plus. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de le partager avec toi parce qu'on s'est connus en se cherchant aussi. Et là, avoir des objectifs clairs, savoir où on veut aller, où on est surtout, et savoir d'où on vient, le plus important, ça fait
ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera demain. Donc là, comme je dis, je vais valider mon master. Après, j'aurai des propositions avec des entreprises de travailler ou de faire juste de l'image. Et à ce moment-là, je serai libre de faire ce que je veux. C'est surtout ça. D'accord, génial. Ok. Et du coup, tu peux nous parler un peu de ta carrière, les titres que tu as eus. Euh, on peut partir de mon premier titre, c'est en cadet. Donc, je fais champion de France cadet à l'INSEP, Ouais. donc sur 60 mètres haies. Ensuite, je gagne l'été sur 110 mètres haies à Bondoufle. Donc ça, c'est mes premiers titres en cadet. Ma première sélection, c'est en cadet aussi. Je vais au gymnasiade, je finis quatrième. C'était à Doha, donc là on tombe 10 ans après, on retourne à Doha. Essayer de faire mieux que quatrième, ce serait bien. Donc ça, c'est première sélection. Après, ma première sélection, j'ai eu des titres en junior et en espoir aussi. J'ai fait des sélections en junior et en espoir aussi. Ma première sélection senior, c'est en 2016. D'accord. En 2016, je participe au championnat d'Europe d'Amsterdam, juste avant les Jeux, sachant que j'avais réalisé aussi les minima pour les Jeux Olympiques. J'avais été troisième au championnat de France juste avant, donc j'avais rempli toutes les conditions pour aller aux Jeux Olympiques. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Là, si je peux parler des Jeux, les Jeux, au final, cette année-là, j'avais fait un peu de sprint, donc ils avaient réussi à me faire rentrer en tant que remplaçant sur le relais. Sauf qu'arrivé là-bas, on m'a renvoyé à la maison en me disant que j'étais pas censé aller au jeu. Donc je suis allé à Rio, j'ai aperçu le stade, mais on m'a renvoyé à Paris. Donc c'était une expérience qui était assez traumatisante parce que c'était un rêve de gosse de voir les Jeux Olympiques et me dire je vais y participer. J'ai tout fait pour. J'ai vomi mes tripes pendant plusieurs années et enfin ça paye. Et voir ce rêve tomber c'est même pas à l'eau, mais plus bas que terre, c'est un moment très difficile. Et on s'était croisés à ce moment-là et j'avais pas pris forcément le temps de tout expliquer dans le détail. Maintenant, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup au final parce que on arrive à un carrefour où on a deux options. C'est j'arrête, je vais faire autre chose ou je continue, je me bats et je vais chercher ce que j'ai toujours voulu chercher. Et au final, on peut se rendre compte que ce carrefour-là, on l'a croisé plein de fois avant et à chaque fois, on a pris une décision. Soit de s'arrêter, soit de continuer. L'expérience particulière que j'ai, c'est que je faisais du hand en même temps que l'athlé et je suis arrivé à un carrefour où j'ai toujours choisi je fais les deux, je fais les deux, je fais les deux. Et il y a eu un carrefour où on m'a dit c'est soit hand à gauche, soit athlé à droite ou vice versa, ou l'un devant, l'autre derrière. Et j'ai choisi l'athlé, peu importe la direction que ça prenait. Et aujourd'hui, je suis allé à fond dedans. Donc on se rend compte que ce carrefour-là, on le croise plein de fois et même après cette épreuve-là, je l'ai recroisé ce carrefour. Et à chaque fois, il fallait prendre une décision et c'était ma décision. Donc si on reste persuadé que sa décision est toujours bonne, on se fait confiance, on y va et on avance. On avance. Donc là, après 2016, il y a eu 2017. J'ai été capable de rebondir directement, de me qualifier au championnat d'Europe en salle, battre mon record en salle. L'été, j'ai été capable de me qualifier au championnat du monde à l'extérieur. Sachant qu'au championnat d'Europe en salle, je suis allé en finale. Donc j'ai atteint encore j'ai passé un autre cap. Je suis allé au championnat du monde, c'était mon premier championnat du monde. Malheureusement, ou je peux dire heureusement aujourd'hui, ça m'a appris quelque chose. J'étais le premier à ne pas passer en demi-finale pour 3 millièmes. 3 millièmes, si on regarde, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est 3 millimètres. Enfin, c'est 3 mm, 3 cm, mais c'est une distance très courte et on se dit que sur un jeté d'épaule, ça fait tout. Et derrière, il faut continuer à se remobiliser parce que, comme je l'ai dit, je suis arrivé en 2015 avec un objectif en 2020. Donc peu importe ce qui se passe entre, parfois on peut rater, parfois on peut réussir, mais il ne faut pas perdre le nord. Il faut savoir que son objectif à moyen terme, du moins, c'est 2020. À plus long terme, c'est autre chose, mais savoir ce qu'on met en place pour tout valider. En parallèle, même si on va dire que j'ai eu ces échecs sur la piste, j'ai été capable d'avancer dans mes études, toujours au rythme auquel je voulais avancer. 2018, c'est l'année où j'ai une première médaille internationale. Donc c'est un autre cap qui est encore franchi et c'est une médaille mondiale. Donc c'est un truc où on se rend compte qu'on c'est pas donné à tous et qu'on a bien fait de faire le choix de continuer à chaque fois où là on aurait pu arrêter. Arrivé à cette médaille-là, on est compétiteur donc on en veut toujours plus. Donc on retourne au boulot pour aller chercher autre chose. Après il y a des éléments qui peuvent être perturbateurs, que ce soit familiaux ou dans un contexte familial ou environnemental.
Et il faut pareil, il faut faire face à ça. On prend une décision, c'est on y va ou on s'arrête. À chaque fois, j'ai décidé d'y aller, d'y aller, d'y aller. Je suis arrivé au championnat d'Europe l'été 2018. C'était une saison particulière où j'ai fait tout l'été sans coach. Et en bricolant, bah, je me suis encore trouvé face à ce carrefour-là. C'est-à-dire qu'avant la demi-finale, j'entre dans le stade olympique, je tombe. Je tombe, le stade s'arrête et me regarde en disant il se relève pas. Je me suis relevé, le stade m'a applaudi. Et à ce moment-là, ben, j'ai mal partout, mais je me dis, je cours, je m'arrête. Je me suis fait mal, je cours, je m'arrête. J'ai couru, je suis passé en finale. Le truc qui était vraiment inespéré et personne ne s'attendait à me voir là. Donc c'est encore une fois ce carrefour qui fait quelque chose. Et, bah, arrivé en finale, je fais septième. C'est pas extraordinaire, mais c'est une performance qui n'était pas attendue et personne n'aurait, enfin, très peu de personnes auraient misé là-dessus. Donc moi, à ce moment-là, je suis fier de moi. Donc j'ai fait les choses pour moi, j'y suis allé au bout. 2019, on continue et on est aujourd'hui. J'ai fait une médaille européenne il y a quelques semaines et plusieurs fois, je suis arrivé face au carrefour de je continue ou je m'arrête, sachant que bah, il a fallu que je valide la fin de mon semestre, du premier semestre du Master 2. Ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'était des journées très longues où j'enchaînais cours plus entraînement, mais je savais ce que je voulais. Et j'ai quand même été capable de faire une saison hivernale malgré des petits pépins et en ayant encaissé tous ces cours-là et les entraînements. Donc là aujourd'hui, on prépare l'été 2019, sachant qu'on a toujours l'été 2020 en tête Ouais. et que on sait où on est, on connaît notre background, donc on sait ce qu'on a accompli, on sait d'où on vient et on garde toujours en tête ce qu'on veut atteindre. Donc c'est ce qui fait ce que je partage aujourd'hui, quoi. Ok, génial, c'est super. Et du coup, moi, ce que je comprends, c'est que tu es passé par beaucoup d'épreuves et au jour d'aujourd'hui, tu as ton objectif de cette année, 2019, comme tu l'as dit, et tu as l'objectif 2020. Et en général, comment toi, tu t'y prends pour réussir à mener ta double vie d'athlète, en même temps tu prépares ton diplôme? Comment tu peux nous parler un peu de ça? Comment tu t'y prends en général? Bah, ça, c'est plein de petits trucs. On va dire qu'il y a la culture du positif en un, c'est Ouais. ce que je mettrai en premier. Et en deuxième, c'est avoir un entourage solide. Ça compte D'accord. beaucoup. C'est que il y a bon, là l'exemple que j'ai qui va être on va dire récent, c'est on prend Steve Jobs. Tout le monde Ouais. connaît Steve Jobs et Steve Jobs c'était le vendeur d'Apple, mais c'était pas lui qui écrivait les programmes. Donc lui il avait l'idée de vendre, mais c'était pas lui qui écrivait tous les programmes et pourtant c'est lui qu'on mettait en avant. Aujourd'hui bah si on fait un parallèle, je peux être le Steve Jobs parce que c'est moi qu'on va voir, c'est moi qu'on va vendre, sauf qu'autour de moi, il y a plein d'ingénieurs qui travaillent, que ce soit mon coach qui travaille sur la partie préparation physique et sur la partie technique pour la course, et même un peu de mental parce que c'est un peu tous les jours. Il y a l'accompagnatrice que j'ai, qui m'accompagne aussi, qui m'aide à trouver des clés pour me sentir à l'aise dans toutes les situations. Donc ça fait partie de l'équipe. Il y a une partie de la famille aussi, je peux citer mes frères et sœurs qui sont là tout le temps pour moi, mes parents aussi sont là, mais j'ai un frère en particulier qui fait beaucoup d'Evie. C'est lui qui a pris en main ma saison dernière lorsque on a eu quelques petits soucis en termes de coaching, qui est très proche de ma saison aussi, de mes saisons aussi en général, et tout le monde est proche de ma double vie. Donc essaie de s'adapter aussi à ça et prends conscience de mes objectifs en essayant de ne pas les perturber. Parce que eux aussi ont un vécu, savent que certains trucs peuvent être gênants et savent que bah, je travaille tellement dur qu'ils ne voudraient pas être le petit caillou qui me fait rater l'objectif. D'accord, ok, super. C'est super intéressant ce que tu dis. Quand cette idée de devenir athlète de haut niveau était venue quand? Je peux dire c'est venu progressivement, mais c'est venu en 2012. En D'accord. 2012, avant ça, je faisais de l'athlé, c'était vraiment pour m'amuser. Enfin, je l'ai déjà dit auparavant, mais j'ai commencé l'athlé pour faire du triple saut, pour battre mon frère. Donc j'aime bien les défis, on s'est toujours lancé des défis entre frères et sœurs. Et au final, j'ai trouvé les haies, c'était une épreuve qui m'intéressait vraiment. Et me dire que je voulais vraiment faire des haies à très haut niveau, bah, ça arrivait en 2012. Avant ça, j'avais plein d'idées en tête, mais à partir de 2012, je me suis dit, je veux vraiment faire ça et je me suis lancé à fond. D'accord. Et c'est à ce moment-là où tu as décidé de faire de l'athlétisme plutôt que du C'est handball? ça. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, que j'ai intégré l'INSEP et que je me suis dit, je veux aller à fond. Même si comme j'ai dit, certaines personnes n'ont pas forcément cru en moi.
Et même l'INSEP, pour que je sois viré de l'INSEP, on n'a pas cru en moi à ce moment-là, ça ne m'a pas empêché de ne pas abandonner. Et d'atteindre aujourd'hui le niveau que j'ai et toujours avoir cette idée en tête de ce que je vais atteindre encore en 2020. D'accord. Ça, c'est génial. C'est Ouais, génial. mais c'est. Aujourd'hui, c'est pour ça que moi je suis content de pouvoir le partager parce que on grandit pas forcément dans cette culture du positif où beaucoup de choses sont atteignables. Là, toi, t'as eu cette chance de partir aux États-Unis. J'ai hésité. J'ai hésité un moment à y aller et je peux le dire aujourd'hui honnêtement, j'ai pas eu le courage d'y aller. Donc c'est 2012, c'était l'année charnière où j'hésitais à y aller, j'ai pas eu le courage d'y aller. Et bah, j'ai fait d'autres choix, mais aujourd'hui, atteindre le niveau que j'ai, je me dis bah ça me conforte dans les choix que j'ai faits. Maintenant, peut-être, je pense que ça m'aurait apporté beaucoup et d'autres choses aussi d'aller aux États-Unis. Et comme j'ai dit, j'ai pas eu le courage, c'est que j'ai pas de regrets, mais je sais que ça m'aurait apporté beaucoup d'y aller. Et quand je vois la vision des choses que j'ai, et du peu que j'ai vu des États-Unis en y allant que pour des petits séjours, c'est c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou et c'est quelque chose c'est cette folie-là qu'on devrait tous avoir tous les jours et la cultiver en- dans ce positif-là pour faire accomplir de très grandes choses. D'accord, super. Et du coup, toi, c'est ce que tu mets en place tous les jours C'est ça. dans ta routine, C'est dans ça. tes entraînements. C'est exactement ça. C'est un D'accord. truc que, bah, comme on dit, c'est comme le brossage de dents. C'est un peu tous les jours parce que c'est pas parce que tu te brosses les dents une seule fois bien pendant 1 heure que bah, tes dents elles vont être toutes propres, toutes blanches et que tu vas sentir bon de la bouche. Alors que tu le fais régulièrement tous les jours, les 3 minutes qu'on nous recommande, bah, c'est sûr que le jour où tu oublies de te brosser les dents une fois sur les 3 dans la journée, bah, ça va, tes dents elles vont pas être hyper sales et tu vas pas trop puer de la bouche. Par contre, tu te brosses pas les dents pendant 1 mois et tu te bats pendant. Tu te dis, je vais rattraper 1 mois à tout brosser. Bah, ça va rien changer, mais il faudra peut-être 1 semaine ou 2 pour que ça se renettoie correctement, quoi. Donc c'est du un peu tous les jours et c'est pour ça que le mot routine, il va vraiment bien avec ce qu'on met en place. D'accord, d'accord. Si je comprends bien, tous les jours, tu mets des petits pas en place, comme tu as parlé C'est ça, avec le brossage de dents. Donc tous les jours, tu t'entraînes pour gagner, tu t'entraînes c'est pour ça, la victoire. c'est ça. Ok. C'est ça. Bien. Et pour rejoindre même ce que toi, tu avais déjà mis en place, c'est des idées d'objectifs, avec des objectifs intermédiaires, un dépassement de soi constant, mais avec des objectifs. Ça veut dire que je sais que aujourd'hui, je mets un pas devant. Peut-être le vent va me pousser ou quelqu'un va me pousser, je vais faire un pas ou un demi-pas en arrière. Ça n'empêche pas que ma direction elle est toujours vers l'avant. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. D'accord. Ok. Donc, là, je crois là, on est au mois de mars. Du coup, là, tu es en période de préparation. C'est Il y ça. a les championnats d'Europe, je crois que c'était il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas. C'était il y a. 2, 3 semaines. On est le 28, c'était il y a 3 semaines. Ouais. D'accord. Et du coup, là tu es dans une. T'es comme objectif Doha 2019. C'est ça. Donc, ce sera les championnats du monde d'athlétisme en septembre. Et du coup, là, tu es dans une période où. Comment ça se passe? Cette préparation, elle est légère, elle est intense. Comment Elle est ça se intense. passe? Elle est D'accord. intense. On avait prévu déjà depuis 2017 que, sachant que les mondes allaient être en septembre, qu'il fallait commencer à mettre des sas d'entraînement intensif et des sas de récupération pour que bah, cette saison qui est un peu allongée, le corps puisse encaisser correctement. Sachant qu'on allait aussi avoir la charge scolaire, enfin, universitaire qui allait arriver sur la période de septembre à janvier et qu'il fallait calculer tout ça pour que bah, le corps tienne déjà, parce que c'est le plus important la santé, mais qu'ensuite il soit performant sous tout le long de la saison. Donc là aujourd'hui je suis dans une phase un peu intensive, je vais partir en stage dans 3 semaines, je vais partir 2 semaines dans un pays chaud, on n'a pas encore vraiment décidé où, mais partir au soleil pour se mettre dans des conditions proches de Doha, et revenir pour faire les premières compétitions des interclubs, les premières compétitions, les premiers meetings, et repartir peut-être dans un autre endroit pour refaire un sas chaud, revenir, histoire d'habituer le corps petit à petit à se mettre dans des climats qui sont proches de ceux qu'on aura au Qatar. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu es déjà dans une. Je crois que on était déjà 6 mois ou 7 mois avant à te préparer dans les mêmes conditions que Doha pour performer. C'est ça. Ok, c'est Pour génial. habituer le corps à ces conditions-là. Bon, on aura des stades climatisés, mais on ne sait pas comment ça fonctionne aujourd'hui. Je pense que, enfin, c'est une exclusivité, vu qu'ils préparent la Coupe du Monde aussi de 2022. Donc, ils préparent leur stade climatisé en le faisant tester aux athlètes. Mais
il faut être prêt à tout. Le corps ne réagit pas pareil avec une certaine chaleur. Moi, je sais que je fais beaucoup de migraines ophtalmiques. Et même tout simplement des insolations aussi. C'est-à-dire que je vais rester au soleil toute la journée. Si j'ai pas une casquette ou des lunettes, à la fin de la journée, je suis éclaté. Donc si jamais on me dit, Aurel, tu cours à 17h, sauf que qui dit 17h, on compte la chambre d'appel environ 40 minutes, ça fait 16h20. Et on va dire que je mets 1h, 1h20 à m'échauffer. C'est-à-dire que de 15h à 16h20, je suis en plein soleil et à ce moment-là, même si je m'hydrate, c'est une insolation assurée. Donc il faut habituer le corps, il faut que moi je repousse ces limites-là pour que cette capacité à absorber le soleil soit plus longue aussi. Et même si j'ai une insolation, je sois capable de courir à fond. D'accord, ok. Ok, je comprends. Donc, c'est vachement intéressant parce que tu as déjà pensé à toutes les éventualités qu'il faudrait euh, euh, prendre en compte pour pouvoir performer. Je fais un peu le parallèle, tu vois, maintenant avec ma nouvelle vie d'entrepreneur, entre ce que souvent je leur dis de bien préparer votre produit, bien vous préparer. Et ça rejoint beaucoup ce que tu dis, ça rejoint aussi beaucoup comment les athlètes se préparent. Ouais. Et du coup, moi, j'ai un truc qui m'est toujours un peu fasciné, c'est toi, comment physiquement, mentalement, comment tu te prépares en général pour passer au-dessus de tout ça, les conditions climatiques, le public, l'adrénaline, tes adversaires qui essayent peut-être de t'impressionner. Comment tu fais toi pour te préparer à ça? Comme j'ai dit, j'ai la chance d'être accompagné. Et il y a aussi comme c'est un peu tout, c'est du tous les jours. C'est que entre les partenaires d'entraînement, le fait d'avoir des partenaires qui repoussent leurs limites aussi, et en général, on voit plus le progrès de l'autre que le sien. D'accord. Donc le fait de voir le progrès des partenaires, le fait d'avoir des partenaires qui se surpassent aussi, le fait d'enchaîner plusieurs compétitions, des meetings, on connaît son circuit, on connaît son domaine, donc on connaît ses adversaires. On sait que moi, la course, c'est les haies, donc j'ai un départ avec 13,72 m jusqu'à la première haie. J'ai 9,14 m entre chaque haie et après, il faut que j'aille casser. Donc, comme on connaît son environnement, déjà, c'est un peu plus facile d'absorber ce qui se passe autour parce qu'on a un truc qu'on connaît. Maintenant, si on a la connaissance de son corps et de ses capacités physiques et techniques, déjà, c'est un deuxième bagage, une deuxième assurance, entre guillemets, qu'on a. Et le conseil qu'on peut donner globalement, c'est de se focaliser sur ce qu'on connaît. Tu te connais toi, tu sais ce que tu es capable de faire, hors contexte. Tu sais que tu es capable de courir à telle vitesse, tu es capable de faire tel mouvement. Il faut que tu arrives à apporter ce mouvement, cette technique, cette vitesse dans tous les contextes. Et à ce moment-là, c'est toi que tu exprimes. Peu importe les conditions, peu importe le public, peu importe l'adversaire, tu t'exprimes toi. Et ça, comment moi je l'amène, c'est en faisant du focal. Faut que j'arrive à me focaliser sur moi. Parce que on a tous été, je pense on peut dire ça, mais tous les athlètes sont des champions du monde ou des champions olympiques de l'entraînement. Ça veut dire qu'à l'entraînement, on est tous capables de se surpasser parce qu'on n'a aucune pression, on est à la maison, on a le coach ou les potes où on rigole, enfin on est dans une ambiance où ça nous appartient, donc on est libre de faire ce qu'on veut. Et ça, il faut le transporter le jour en compétition. Pour, à ce moment-là, déjà donner ce qu'on a été capable de mettre en entraînement et, avec le petit grain de folie qu'il y a en plus, le dépasser. D'accord. Et pour toi, quand tu dis grande folie, c'est quoi? Ce grain de folie, moi j'associe ça à de l'instinct. D'accord. On reste animal, donc il y a un instinct animal. Et quand on cadre tout au millimètre près, au final, c'est qu'on se met une limite. Parce qu'on a cadré, mais au millimètre. Alors qu'on peut mettre un cadre, mais dans une direction. Donc ce cadre dans une direction, si par exemple cette direction c'est celle-ci, on peut avoir toute la folie qu'on veut en zigzag, vu qu'on a des bords qui sont assez serrés, ça nous emmène quand même au bout de la ligne droite. Et au bout de cette ligne droite-là, il n'y a pas de limite. Et le but, c'est de toucher le moins possible les bords ou juste le longer. Comme ça, on est en appui sur un bord et on sait qu'on a le chemin le plus direct. D'accord, ok. C'est génial, super. Et j'avais une question par rapport à. Du coup, ça, tu le mets en place à l'entraînement, en compétition, mais tu le mets aussi en place dans ta vie en général,
dans tes cours, même pour Ouais, travailler? dans la vie, D'accord. c'est l'avantage qu'on a avec l'athlétisme. Enfin, pour moi, l'athlétisme, c'est l'école de la vie. Ça veut D'accord. dire que chaque épreuve et chaque même entraînement nous apporte quelque chose qu'on peut transposer dans la vie entre guillemets commune. Donc quelqu'un qui ne fait pas d'athlétisme, mais dans l'athlétisme, moi mon épreuve c'est les haies, mais les haies, c'est on rajoute. Je sais que j'ai 10 barrières, qu'elles ont un certain espace. En gros, je sais que du départ jusqu'à la ligne d'arrivée, je vais avoir 10 obstacles. D'accord. Donc je suis conscient qu'il y a des obstacles. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les esquive et ça me fait peur? Ou est-ce que je fonce dedans, je m'en fous de les casser? Ou est-ce que je trouve un mouvement qui m'appartient pour les franchir les plus vite, m'en débarrasser le plus vite possible et passer la ligne et me dire c'est bon, j'ai atteint mon objectif, on passe au suivant. Donc à chaque fois, encore une fois, on arrive à un carrefour. Et pour moi, c'est l'école de la vie parce que quand on arrive en cours, on a un carrefour aussi. Est-ce que j'écoute, j'écoute pas? Est-ce que je révise pas? Est-ce que ça m'intéresse vraiment, ça m'intéresse pas? Ça, c'est les cours. Dans le travail, c'est pareil. Que on travaille en équipe ou tout seul, à chaque fois, il y a des barrières qui viennent se mettre devant nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe outre ou est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on la contourne? Est-ce qu'on la défonce? Donc, on a toujours plusieurs options. Et ça, je parle de mon épreuve parce que c'est celle que je connais le mieux, mais l'épreuve, moi, qui me fascine, c'était le triple saut. Le triple saut, c'est, on va dire, c'est trois bonds. Un cloche, une foulée, un ramené. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait le cloche? Il ne ressemble pas à celui qu'on pensait faire, auquel on pensait. On s'arrête ou on continue? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait la foulée? On s'arrête ou on continue? Et une fois qu'on ramène, ah, j'ai raté le cloche et la foulée, est-ce que je ramène vraiment? Ouais, non, je vais pas ramener, j'ai raté. Sauf que là, on se rend compte qu'on aurait pu aller très loin. C'est dommage. Et c'est exactement la même chose qu'on voit dans la vie. C'est ouais, j'aimerais changer de travail, par exemple. Et bah, est-ce que j'appelle pour cette annonce, sachant que j'ai pas vraiment le profil, j'appelle ou j'appelle pas? Bon, j'appelle quand même. On a fait un choix. Une fois que j'ai appelé, oui, bah, le salaire, c'est quand même plus ce que j'ai. Est-ce que je veux plus ou est-ce que je veux pas plus? Est-ce que j'ose y aller ou est-ce que j'ose pas y aller? Ouais, bah, j'ose quand même y aller. Maintenant, est-ce que j'accepte l'offre ou je la refuse? Parce que dans l'offre, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne nous intéresse pas. Bah, je la refuse. C'est un choix. Voilà. Et peut-être que refuser, ça correspond à ramener, donc à finir ce saut-là. Parce qu'on se dit, bah non, ils m'ont pas jugé à la bonne valeur à laquelle je devrais être, je refuse. Maintenant, je peux accepter l'offre et c'est comme si bah, j'avais avorté le saut en me disant, je prends ce qu'on me donne alors que j'aurais pu aller chercher beaucoup plus. Donc, D'accord. dans toutes les épreuves, je peux retrouver des parallèles avec la vie de tous les jours et c'est ce qui fait pour moi la force de l'athlétisme. Ok. Donc, de ce que je comprends, tout ce que tu apprends, tout ce que tu as mis en place en athlétisme, il y a des parallèles en fait avec ta vie de Ouais, tous les jours. c'est ça. Je, je- je fais aussi le parallèle avec la vie d'entreprise parce que ce que tu dis, en fait, c'est exactement comme ça que je vois la vie et surtout je vois la vie en entreprise. C'est un sport en fait. C'est un Ouais, sport et c'est plus tu le pratiques et meilleur tu vas être en fait. c'est ça. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de. En même temps, tu as une double vie, donc tu as parlé de vie universitaire. Tu peux nous parler un petit peu de ça, de ta vie universitaire? Bah, comment parler? Euh, Si je parle du master, alors je suis arrivé en master. Ce que la responsable m'a proposé, c'est pour pouvoir m'entraîner au début de venir en cours que le matin et d'aller à l'entraînement l'après-midi. D'accord. Sauf qu'en master, sachant qu'on est une promotion, enfin c'est des promotions où on est moins de 30, on ne peut pas se permettre d'avoir tous les cours le matin, donc parfois il y a des cours l'après-midi. Donc l'année d'après, bah, j'avais plus de cours l'après-midi, moins de cours le matin, mais je m'entraînais le soir du coup. Donc ça, c'est des petits décalages, c'est des trucs qu'on met en place. Il faut avoir la chance d'avoir un master moi j'ai une université qui a des parcours avec des sportifs de haut niveau. Ouais. Et même si mon master n'a pas forcément de parcours avec des sportifs de haut niveau, la responsable a été assez conciliante et assez, elle était prête à faire un effort pour que je réussisse au niveau universitaire et que je puisse quand même m'entraîner. Donc D'accord. c'est d'où l'entourage. C'est pour ça que je parlais d'entourage, c'est que avoir des gens qui sont compétents, mais des gens qui sont aussi conciliants et qui comprennent
on peut avoir plusieurs objectifs et qu'il n'y a rien qui empêche de les atteindre si on est accompagné dedans. D'accord, ok. Super, super. Ok, là, ok. Et du coup, toi, ton environnement, tu le gères comment tu fais en sorte que ton environnement à toi, il t'est propice plutôt qu'il te desservisse? Enfin, quelles actions et qu'est-ce que tu mets en place tous les jours pour que cet environnement-là, il te permette, lorsque tu arrives en compétition, tu es 100% focus sur toi, sur ta performance? Le truc le plus simple que je peux donner là tout de suite, c'est qu'on a tous les réseaux sociaux, on a tous Ouais. un téléphone, un ordinateur. Et pour commencer à faire un focal, sachant que dans une course, dans un concours, enfin en tout cas l'athlétisme, on est seul. Mm. Je dirais que la course c'est pire parce que c'est un one shot. Les sauts, on va dire on a 3 ou 6 essais, donc on peut aller parler avec le coach entre. Mais en étant seul, il faut commencer à s'habituer à être seul déjà avant. Donc moi, les réseaux sociaux, les messages, il y a un moment où je coupe. Je coupe et les seules personnes avec qui je suis en communication jusqu'à la compétition, c'est mon coach. Parce que c'est lui qui va m'accompagner à l'échauffement, c'est lui qui va reprendre mon ressenti, qui va m'aider à mettre en place les derniers points pour être totalement focus. Et donc on va dire, à ce moment-là, je recentre sur moi. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je ne peux pas recentrer tout le temps. C'est un truc qu'on fait assez rapidement entre je suis à l'entraînement et hors de l'entraînement. C'est que on rentre dans la séance progressivement. En arrivant au stade, je rentre dans la séance. Mais pendant la séance, on est plusieurs. On est plusieurs à travailler ensemble, même si on est partenaire et adversaire en même temps. On reste partenaire au moment de l'entraînement, donc il y a un échange et c'est différent du moment de la compétition. Maintenant, comme j'ai dit, c'est la clé la plus simple que je peux donner, c'est arriver à un moment de compétition où je coupe sur les réseaux sociaux, les messages, même ma famille même ne me parle plus à un moment assez proche de la compétition parce qu'elle me laisse rentrer dans cette bulle-là, sachant que c'est un moment très court et très intense. Et ils savent pertinemment que c'est pas parce que je les aime pas, mais c'est parce que j'ai besoin de ça pour me sentir moi, le temps de la course. Et une fois que la course est finie, c'est les premiers à me prendre dans les bras s'ils sont dans le stade ou c'est les premiers à avoir que j'ai au téléphone une fois que je récupère mon téléphone. D'accord, génial. Donc, tu fais toute une bulle pour vraiment rester dans ton truc. C'est ça. C'est super parce que t'es vrai. Ce que je comprends, c'est que tout ton environnement n'a plus beaucoup d'importance. Ce qui a d'importance, c'est toi, c'est où tu veux aller. C'est ça. Ok, C'est ça. c'est génial. Et j'avais une question. Euh, c'est quoi ton plus beau souvenir en tant qu'athlète? Mon plus beau en tant qu'athlète, athlétisme, mon plus beau souvenir aujourd'hui, ça reste ma première médaille internationale D'accord. parce que c'est un compteur qu'on ouvre et quand on rêve de ça enfant, une fois qu'on ouvre ce compteur, ça fait du bien et on se dit tout ce que j'ai fait, je suis dans le bon, j'ai pris les bonnes décisions. Maintenant, si je prends en tant que sportif, tout sport, j'ai fait du hand, j'ai joué un championnat de France moins de 18 ans. Et c'était une expérience folle toute l'année parce que c'est des gens aujourd'hui, on fait peut-être plus forcément du sport. Moi, j'ai continué, mais ils en font peut-être plus forcément. Mais on a grandi ensemble. On est devenu, en gros, on est devenu un peu ce qu'on est aujourd'hui à travers les choix qu'on faisait, dans les matchs qu'on faisait. Et donc, ça reste un de mes plus beaux souvenirs aussi sportifs parce que encore aujourd'hui, ça m'apporte. D'accord. Génial. Et j'ai envie de savoir, c'est quoi le plus beau apprentissage, enfin, le plus bel apprentissage que tu as fait? Le plus bel apprentissage que j'ai fait, je dirais que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné aujourd'hui, ce n'est pas être égoïste de d'abord penser qu'à soi. D'accord. Ça veut dire que j'ai 4 frères et sœurs, donc j'ai toujours été dans beaucoup de partage et on va dire, j'ai aussi beaucoup, je crois que c'est de l'empathie. J'ai beaucoup d'empathie pour mes proches, c'est-à-dire que mes amis, mes frères et sœurs, mes parents, s'ils ont le moindre truc, je voudrais toujours être là pour les aider. Enfin, si je vois que je suis à côté, je voudrais toujours être là pour les aider. Sauf que parfois, c'est pas ne pas les aimer, de ne pas les aider sur le coup, mais il faut d'abord atteindre ce qu'on doit faire sur le moment, donc mettre des priorités sur ce qu'on a à faire avant d'aller les aider. La phrase qu'on dit tous petits quand on dit je veux réussir dans le sport, c'est je veux acheter une maison à ma mère.
c'est un truc, moi je le dis encore aujourd'hui, je vais acheter une maison à ma mère, mais avant de pouvoir acheter une maison à ma mère, il faut que moi je puisse m'en acheter une. D'accord. Parce que le jour où ma maman a plus de toit, si moi-même j'ai déjà une maison pour moi, bah, elle vient dans ma maison en attendant que je puisse lui en acheter une. Sauf que si moi-même j'ai pas de toit, bah ma mère n'a pas de toit, on fait quoi en fait? On se regarde dans le blanc des yeux et on bouge pas. Ouais, Donc je vois c'est un parallèle je qui vois est ce que tu veux vraiment, dire, le voilà, parallèle, qui est ouais. vraiment drôle. Ok. Et moi qui me fait sourire tous les jours. Mais je me dis, au final, c'est pas être égoïste, c'est de dire que si j'ai atteint cet objectif, j'ai atteint ce truc-là et je me dis, ah là, je suis bien. À partir du moment où on est bien, en général, on peut facilement aider. Mais quand on n'est pas bien, on est bancal, on se sent pas bien nous-mêmes, c'est difficile d'aller aider quelqu'un à côté, difficile de donner du temps pour autre chose parce qu'on se dit qu'on n'a même pas le temps pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné aujourd'hui. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que tu penses d'abord au meilleur pour toi, pour vraiment, avant de vouloir cette même chose pour les autres. C'est même pas avant, en parallèle, je leur souhaite le D'accord, en meilleur aussi. parallèle, ok. Je leur souhaite le meilleur, mais je sais que je peux pas apporter mon aide tant que dans mon ordre de priorité, j'ai pas atteint ce que je dois atteindre. D'accord. Donc ça paraît égoïste. Sachant que j'ai grandi avec des frères et sœurs, ça paraît vraiment égoïste. Sauf que, je dis, enfin, moi je me permets de le dire, je travaille depuis là maintenant 4 ans, on va arriver sur la 5e année, je vais être champion olympique en 2020. Sauf que si entre-temps je me mets par exemple, à porter les sacs de ma sœur, c'est un exemple qui est autre, qui n'existe pas, mais je porte les sacs de ma sœur tous les jours, en fait je me rajoute un entraînement invisible tous les jours. Et c'est peut-être cette charge qui va faire que le jour de la finale olympique, j'aurai mal au dos. D'accord. Ok. Ma sœur, elle n'aura pas voulu, pour elle, je dois gagner les jeux, donc c'est bon, on a tout mis en place, je dois gagner les jeux. Sauf que cette petite charge-là, ce sera le petit couac qui va faire que je ne gagne pas, peut-être. Ok, super. Et ce ne sera pas méchant de sa part, mais ce sera un peu ça ce sera pas de sa faute, ce sera moi qui j'aurais décidé de porter ce sac-là, mais ce sera ce truc-là qui aura empêché cette victoire-là. Ok. Donc à ce moment-là, c'est à moi de faire les choix en disant ouais, ça je préfère pas, on pourra remettre ça à tel moment parce que pour l'instant j'ai ça à gérer. Donc c'est faire la part des choses, bien expliquer le contexte aussi, parce que si c'est mal expliqué, là ça fait vraiment égoïste. Mais en expliquant bien les choses et en montrant qu'on sait où on est, d'où on vient et où on veut aller, bah, on peut toujours bien expliquer les choses. D'accord, super. Ok. Et d'accord. Là, l'interview va se terminer. J'ai une dernière question. Ouais, Je tiens vraiment à te remercier en tout cas d'avoir pris, ça fait plaisir. d'avoir Oh, pris ça le fait temps, plaisir. d'avoir pris le temps de consacrer ton temps pour cette interview. Si tu avais un conseil ou une recommandation à nous faire, tu nous dirais quoi? Ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Parce que les Américains disent never give up. On dit souvent on est sans limite, nos limites, mais c'est vraiment ne jamais lâcher parce que peu importe ce qu'on dit, là je peux parler, il n'y a que moi qui sais si la phrase que je donne est bonne. Ça se trouve, c'était pas cette phrase-là que je voulais dire au départ, mais il n'y a que moi qui sais. Donc une personne qui a quelque chose en tête, elle est seule à l'avoir en tête. À partir du moment où elle le partage, elle l'a partagé. Elle peut ne pas être comprise, mais si elle sait ce qu'elle veut, elle va l'atteindre. Et quand on dit ça, des fois ça paraît choquant de le dire, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que, comme je parlais tout à l'heure de grain de folie, que je parlais d'instinct animal, c'est qu'il ne faut pas perdre ces valeurs-là. En perdant ces valeurs-là qui sont propres à nous, humains, bah, on perd l'accomplissement total d'un objectif. D'accord, super. Écoute, je tiens à te remercier. Merci à toi, Merci à Aurel. toi. Merci, Aurel. Toujours un plaisir. Merci bien. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis vraiment content. J'espère que cette interview elle vous a servi parce que moi-même, cette interview, elle m'a beaucoup aidé. Donc voilà, on va se revoir pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles interviews, pour des nouvelles surprises. Et vraiment, comme il a dit Aurel, ne jamais rien lâcher quand vous avez un rêve. Ça fait plaisir.